Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. Aujourd'hui, je reçois Julie qui va me partager le récit de son accouchement. Elle a accouché par voie basse sans péridurale d'un bébé en siège. Elle va vous raconter son parcours, comment est-ce qu'elle s'est préparée et comment est-ce qu'elle a vécu son accouchement. Avant de vous partager cet épisode, je vous rappelle que si vous souhaitez rejoindre une communauté de femmes informées, confiantes, sûres d'elles, qui veulent reprendre le pouvoir sur leur accouchement, vous pouvez soit rejoindre la team, c'est mon accompagnement de groupe pour celles qui veulent accoucher sans péridurale, soit mon programme Kiffe ton accouchement pour celles qui veulent rester actrices de leur accouchement avec une péridurale. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou me contacter par mail, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Bonne écoute! Bonjour Julie, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Oui, bah déjà bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Julie, j'ai 39 ans et je suis la maman de Deva qui a bientôt 6 mois. Et au niveau professionnel, en fait la grossesse m'a reconnectée avec ma grande envie d'être sage-femme que j'avais quand j'étais petite. Donc je suis en reconversion professionnelle dans le domaine de la périnatalité avec plein d'envies et plein de projets. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, qui je suis. Trop bien cette reconversion pour aller vers de nouvelles horizons, c'est trop top. Alors donc toi c'est ton premier accouchement, on va pas spoiler la fin, mais si, t'as accouché d'un bébé en siège, par voie basse et sans péridurale. Exactement, C'est ça? oui. Ok. Oui. Donc c'était ton premier accouchement. Avant de nous en dire plus, est-ce que tu peux déjà un petit peu me dire la vision que tu avais de l'accouchement? Parce que pour un premier, très souvent, on imagine l'accouchement allongé avec la péridurale. On nous annonce un bébé en siège, c'est un petit peu catastrophique. Comment, toi déjà, dans quel état d'esprit tu étais au début de ta grossesse? Quelle vision tu avais de l'accouchement? Alors, ma vision que j'avais de l'accouchement, donc comme je te l'ai dit, quand j'étais petite, je regardais beaucoup baby boom. Donc voilà ma vision que j'avais de l'accouchement. Clairement, on est couché, on crie, on pousse et voilà. Et donc douleur, etc. Sauf qu'en fait, j'avais pas trop envie que ça se passe comme ça pour moi. Et en fait, c'est mon compagnon, moi, qui m'a ouvert l'esprit sur tout ce qu'il y avait à côté de l'hôpital. Et donc, il m'a dit, bah tiens, pourquoi est-ce que tu n'accoucherais pas à domicile? Et donc, l'idée, c'était au départ à domicile. Maintenant, moi, j'habite donc en Belgique, dans une province où c'est compliqué. C'est encore compliqué aujourd'hui. Et donc, j'ai fait un suivi de grossesse chez une gynéco classique en vue d'accoucher à l'hôpital. Et puis, en cours de grossesse, ce projet est revenu. J'ai rencontré une sage-femme super qui m'a en fait éclairé sur le fait qu'il y avait une maison de naissance dans la province à côté et qui a déconstruit déjà une de mes croyances qui était mais dès que j'ai des contractions, je dois absolument aller à l'hôpital. Donc accoucher à 1 heure de chez moi, c'est juste pas possible. Et en fait, elle m'a dit non, non, t'inquiète pas, t'as le temps de faire trois fois le tour de la Belgique. Et donc, on a été dans cette maison de naissance. Je pense que on était à plus ou moins 25 semaines. Et donc, avec un projet vraiment d'accoucher en maison de naissance, à ce moment-là, moi, je ne savais pas que Deva était en siège. Et donc, on a commencé un accompagnement à la maison de naissance, mais je suis toujours restée chez ma gynéco aussi classique. Euh, voilà pour ma vision, la vision que j'avais de l'accouchement. C'est chouette. Alors, pour celles qui écoutent l'épisode et bah, qui sera en France aussi, c'est important de rappeler qu'en France aussi, c'est possible d'accoucher à domicile accompagné d'une sage-femme. C'est vrai que quand on a une vision très médicalisée de l'accouchement, il y en a qui prennent peur quand on parle d'accouchement à domicile, comme si c'était une folie, mais c'est encadré, c'est légal en France, bah, comme en Belgique. Et en France, il y a aussi des maisons de naissance qui existent. Et visiblement, en France comme en Belgique, c'est compliqué de trouver des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile et les maisons de naissance, elles sont quand même assez rares aussi. Mais voilà, c'est important de savoir. Et je trouve intéressant ce point que tu disais, cette vision de dès qu'on a des contractions, il faut courir à la maternité, donc on va prendre la plus proche. Ça aussi, c'est des choses à déconstruire un petit peu et de choisir son lieu d'accouchement en fonction de son projet et pas finalement en fonction de la proximité. Vite, vite, faut que j'aille à la maternité. C'est des choses aussi que c'est important que les femmes, elles puissent avoir connaissance de tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Ok, donc toi, tu t'es préparée donc à avoir un accouchement, donc t'envisageais d'accoucher sans péridurale déjà dès le départ?
Oui, 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 ça c'était quelque chose qui pour moi était clair dès le départ, ça serait sans péridurale, en tout cas le plus longtemps possible, et si j'étais vraiment en souffrance, évidemment que oui, mais l'idée que j'accouche sans péridurale, oui. Et donc, bah, au cours de ta grossesse, tu as appris que ton bébé était encore en siège. Quels sont les... Comment ça se passe en Belgique quand on dit que tu as un bébé en siège? Est-ce que c'est un peu comme en France, on voit ça comme une pathologie, mon Dieu, mon bébé est en siège, ou c'est un petit peu plus, bon, bah ok, il est en siège, c'est pas grave. De nouveau, je pense, après, d'après ce que j'ai compris, que ça dépend un peu l'endroit de la Belgique. Et la province où j'habite, c'est vrai que c'est encore assez rare d'accoucher par voie basse. Et donc, moi, la personne qui m'a suivie m'a pas vraiment parlé d'une possibilité d'accoucher par voie basse. Elle m'a dit, bah voilà, on va prendre le calendrier et noter la date de naissance de Deva. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Donc, avant d'être en reconversion, je travaillais dans la psychogénéalogie. Donc, je sais à quel point, en fait, bah, la manière dont on est, etc., on décide, quand on déclenche, les impacts que ça peut avoir. Donc, moi, j'étais tout à fait contre le déclenchement. Ça, c'était quelque chose aussi que, voilà, je me suis dit dès le début, il est hors de question, que je sois déclenchée. Et donc, euh, et donc, je lui ai dit simplement ça. Et puis, elle m'a dit, bah oui, mais alors, si enfin, si un accouchement en siège, c'est quand même risqué. Imaginez, la tête reste coincée. Et en fait, elle m'a laissé sur une idée, juste sur cette idée-là. La tête va rester coincée. Heureusement, j'avais rendez-vous à la maison de naissance le lendemain. Donc, c'était bien parce que chaque fois, j'avais mes rendez-vous, en fait, en chez ma gynéco classique. Et puis le lendemain, à chaque fois, j'avais rendez-vous à la maison de naissance. Et en fait, à chaque fois, elle me rassurait complètement. Donc ça, c'était hyper cool. Elle déconstruisait en fait tout le côté Mhm. médical qui me faisait peur. Et elles ont gardé aussi des côtés médicaux qui étaient très, très importants et très justes. Je ne suis pas en train de faire un débat sur est-ce que c'est bien d'accoucher à l'hôpital ou pas, pas du tout. Et du coup, bah, à la maison de naissance, elles m'ont dit que je n'allais pas pouvoir accoucher en maison de naissance d'un bébé en siège, mais qu'il n'y avait aucun problème puisqu'elle travaille en collaboration avec un hôpital et que j'allais pouvoir être redirigée vers quelqu'un. Et donc, j'ai pris la décision bah, d'arrêter finalement le suivi avec ma gynéco et de changer. Donc là, on était plus ou moins à 38 semaines, je crois. Et donc, via la maison de naissance, j'ai été aiguillée vers une gynéco formidable qui, quand je suis arrivée chez elle, m'a dit directement, Madame, ne vous tracassez pas, des accouchements en siège, il y en a très souvent, ça se passe toujours très bien. Et en plus, je vais vous dire quelque chose que vous allez probablement apprécier, c'est que en accouchant en voix basse, moi, je ne vous toucherai pas. Donc, je ne touche pas le bébé puisqu'apparemment, enfin, c'est très dangereux de toucher le bébé puisqu'il pourrait avoir un réflexe et ouvrir les bras. Et donc voilà, en fait, c'est un accouchement du coup encore plus naturel que ce que j'aurais espéré. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à l'hôpital, mais avec un projet qui correspondait tout à fait avec ce que je voulais et accompagné par des gens formidables. Mhm. Là encore une fois, ça met en évidence le fait qu'il faut vraiment se renseigner parce que t'aurais peut-être pas eu toutes ces connaissances quand on t'a dit, ben, il faut programmer une césarienne. Si t'avais eu toutes ces croyances de un bébé en siège c'est dangereux, ça passe pas par voie basse, enfin, tout ça, t'aurais peut-être validé ce rendez-vous et t'aurais eu une césarienne. Mais là, t'as eu la chance, d'être orienté vers une autre maternité et là, ça montre bien aussi que chaque maternité est différente. Dans la première, on te propose une césarienne. Dans la deuxième, on te dit, Madame, il y a un accouchement par siège, c'est limite classique et tout va bien se passer. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances et t'es pas du tout accompagné de la même façon dans la première maternité et dans la deuxième maternité. Non, pas du tout, effectivement. Après, je pense quand même que la première en fait, mais c'est juste la personne qui m'accompagnait qui ne voulait pas prendre le risque parce qu'je ne sais pas pourquoi finalement, et je respecte tout à fait ça. Indirectement, elle t'a quand même partagé aussi son stress et ses craintes parce que quand on dit à une femme, le bébé, la tête peut rester coincée et tout, bah, ça donne pas envie de tenter d'accoucher par voie basse, hein. Très clairement, on dit, ok, je prends la césarienne, moi je veux pas prendre de risque. Donc la confiance ou les peurs qu'on nous transmet, ça a aussi un impact sur notre propre confiance, quoi. Oui, tout à fait. Oui, ça a été bah, 38 semaines, quand même une période.
Bah, un peu de stress parce que je savais finalement pas à 38 semaines où j'allais accoucher, avec qui et comment. Mm. Donc oui, ça a été un peu, les 2 dernières semaines ont été un peu chaotiques, mais, euh, mais tout s'est bien passé finalement. Est-ce que dans cette période, tu as quand même eu des moments où tu as eu peur de cet accouchement par voie basse, où tu as douté, où tu t'es dit, ouais, peut-être que c'est pas raisonnable, peut-être que je vais finalement envisager une césarienne, ou est-ce que pas du tout? Non, mais j'ai quand même tout fait pour qu'elle se retourne. Donc j'ai Ouais, essayé tout ce qui est ostéopathie, acupuncture, et alors on m'a proposé la version aussi. Donc ça, j'ai beaucoup hésité avant de la faire. Et puis finalement, je ne le sentais pas, donc je me suis écoutée et je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bah, si elle est en siège, c'est qu'il y a une raison finalement. Et pourquoi faire aussi à tout prix bah, une manipulation pour vraiment la retourner. Et donc voilà, elle est restée en siège jusqu'au bout. Mais j'avais pas peur en fait de l'accouchement du tout. Donc, j'ai eu une grossesse vraiment très. Enfin, j'ai pas eu vraiment l'impression que j'étais enceinte, donc j'ai pu continuer ma vie exactement comme je la vivais avant. Et du coup, oui, j'avais pas peur de l'accouchement. Moi, ce qui me faisait peur, c'est un peu plus l'après. le postnatal. Oui, oui, oui. Mm. Je voulais juste rebondir sur la version dont on parle, enfin, qui est souvent proposée aux femmes qui ont un bébé en siège. Effectivement, c'est important de savoir qu'on peut la refuser, cette version, que dans 50% des cas, ça marche et dans 50% des cas, ça ne marche pas. Bébé reste tête en haut et surtout que ça peut aussi déclencher l'accouchement. Donc, c'est toutes des choses aussi que c'est important de savoir pour celles qui auraient un bébé en siège par rapport à cette version, de savoir que vous pouvez l'accepter si vous êtes OK, mais vous pouvez aussi la refuser et que ça peut être aussi parfois très douloureux, enfin de bien vous renseigner avant d'y aller, comment dire, en disant moi la seule chose qui m'importe c'est que mon bébé se remette dans le bon sens. Voilà, c'est pas non plus une manœuvre anodine et qu'il faut avoir bien tous les tenants et les aboutissants pour prendre cette décision, quoi. Oui, tout à fait. Mm. Et ton conjoint, t'en parlais au début, que c'était lui qui t'avait donné finalement, qui t'avait amené vers cette vision de l'accouchement un peu plus naturelle. Comment est-ce qu'il t'a soutenu et comment est-ce qu'il a réagi quand il a su que ce bébé était en siège? Est-ce que ça lui a fait un peu flipper ou pour lui c'était voilà, rien de spécial? Mais lui-même est né en siège, donc pour lui, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et sa confiance en la vie et en moi et en mes capacités était vraiment là. Donc lui, non, il n'a jamais douté une seule seconde. Il n'a jamais eu peur. Il m'a toujours laissé bah, finalement mon choix. Il était OK que j'aille à l'hôpital, qu'on fasse une césarienne. Il était OK. Mais voilà, il savait bien que ça allait bien se passer, que ça allait bien se passer en siège voix basse. Donc heureusement qu'il était là, je pense, parce que je pense pouvoir dire avec le recul aujourd'hui que s'il n'avait pas été là, j'aurais probablement accouché en césarienne. De peur justement d'avoir entendu, oui, mais si la tête reste coincée, en fait, ça me remettait face à mes responsabilités. Je me dis, mais oui, mais si la tête reste coincée, ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle meurt. Ben, ok, c'est ma responsabilité en fait. Et donc voilà. Heureusement qu'il a été là. Mm. Encore une fois, le soutien, c'est vraiment hyper précieux parce que ton conjoint aurait été flippé par une naissance en siège et ta gynéco aussi. Tu serais allé très clairement vers une césarienne sans te poser de questions, en fait. Et là, tu as rencontré la bonne gynéco qui t'a rassuré, ton conjoint était rassuré, donc ça t'a motivé à aller vers cet accouchement voix basse, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je savais que j'étais bien accompagnée. Et est-ce que dans ta maternité, voire en Belgique, est-ce que quand un bébé est en siège, on vous propose automatiquement la péridurale? Parce qu'en France, c'est souvent ça, on dit aux femmes, on vous mettra quand même une péridurale au cas où il faut aller vers une césarienne. Donc très souvent, les femmes qui ont un bébé en siège, paradoxalement, elles peuvent avoir une chance d'accoucher par voie basse, mais souvent avec une péridurale. Est-ce que chez toi, c'était pareil ou est-ce que le sans péridurale, c'était aussi une évidence? Non, donc moi je suis venue chez la nouvelle gynéco en disant, voilà, moi je veux accoucher en siège, voix basse, sans péridurale. Est-ce que c'est possible ici? Et donc elle m'a dit, oui, oui, bien sûr, c'est possible. On va juste vérifier quelque chose. Et donc c'était la radio-pelvimétrie pour vérifier que mon bassin était OK. Et à partir de ce moment-là, elle m'a dit OK. Et si la radio n'avait pas été bonne, là, on pouvait faire une césarienne. Donc, ça aussi, je ne savais pas que ça existait avant, une césarienne de travail. Et donc, en fait, mon bébé se mettait en travail normalement, et puis on procédait à la césarienne en arrivant. Ok, ouais. Et donc oui, lui laisser le temps de se mettre en route, que le travail se déclenche, de sécréter de l'ocytocine, tout ça, et ensuite faire une Exact. césarienne.
Exact. D'accord. Donc, d'après ce que j'entends, au moins cette gynécologue que tu as rencontrée, pour elle, un accouchement par siège, finalement, c'est juste une variation d'un accouchement, mais il n'y a pas de pathologie. Elle n'était pas anxiogène sur le fait que, oh là là, mon Dieu, si ça se passe mal. Du tout, du tout, du tout. Ok. Plutôt rassurante. Oui, oui. Est-ce que tu t'es changé en termes de préparation quand tu as su que c'était un bébé en siège qui est allé accoucher par voie basse en péridurale? Est-ce que tu as fait des choses différentes au niveau de ta préparation ou tu t'es vraiment préparé comme si c'était un accouchement alors, classique, je mets des grosses guillemets, mais voilà, un accouchement avec un bébé qui se présente tête en bas, normal. En fait, on a eu une séance avec une sage-femme de la maison de naissance. Donc, on a continué à y aller aussi, euh, malgré le fait qu'elle était en siège. Une séance sur la physiologie de l'accouchement, vraiment du siège, en siège. Et donc, ça nous a beaucoup aidé aussi, et de savoir, oui, de savoir en fait comment ça allait se passer exactement au niveau physiologique. Ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, on n'a pas fait d'autres préparations vraiment spécifiques au siège. C'est chouette ça d'avoir une préparation physiologique pour un bébé en siège, de vraiment comprendre le processus. Et comme tu disais aussi de souligner que très souvent les sages-femmes, elles n'interviennent pas quand c'est un bébé en siège, elles laissent vraiment la femme faire, le bébé sortir tout seul, elles ne le touchent pas. Enfin, elles interviennent s'il y a une complication, mais si si tout se déroule bien, elles laissent vraiment la femme et le bébé faire en totale autonomie, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est ce qui fait que j'aurais été en pleine nature. Ça se passait de la même manière que ça s'est passé, que ça s'est passé. Qu'est-ce qu'il en est un petit peu des protocoles en Belgique? Nous, en France, on a quand même pas mal de restrictions. Quand on arrive, on nous pose un cathéter. Il y a des maternités où encore les femmes ne peuvent pas boire pendant l'accouchement. On les oblige à être allongées. Est-ce que c'est un petit peu... alors, peut-être pas dans ta maternité, parce que si t'es accouché par voie basse, j'imagine qu'ils sont un peu plus ouverts. Mais est-ce que, en règle générale, en Belgique, il y a ces mêmes interdictions ou c'est un petit peu plus souple? On m'a pas interdit de boire ni de manger. On m'a laissé assez libre vraiment pendant tout le travail. Moi, j'ai dit que j'avais pas forcément besoin de qu'on vienne voir toutes les heures comment j'allais. Et donc, elles ont respecté ça. Non, il n'y a pas eu vraiment. Il n'y a pas eu vraiment de restrictions. Après, j'avais fait euh, un projet de naissance, donc, mais que je n'ai même pas remis finalement en arrivant à l'hôpital. Euh, Parce que du coup, moi, je pense que le relais a été fait par par la gynéco qui a dit, bah voilà, elle ne veut pas être déclenchée, elle ne veut pas ceci, elle ne veut pas cela, donc il savait. Et du coup, il n'y a aucun moment où tu as dû batailler pour quoi que ce soit pour ton projet naissance, finalement. Non, non, non. C'est chouette Non. ça. Je pense que ça doit quand même beaucoup alléger la grossesse, enfin la fin de grossesse, encore plus quand on a un bébé en siège, on est peut-être déjà un peu stressé, l'entourage qui vient aussi peut-être mettre son grain de sel. Donc c'est vrai que de pas se prendre la tête avec l'équipe médicale, ça doit quand même rendre la fin de grossesse beaucoup plus tranquille et plus sereine. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Et là, j'ai accouché dans une salle physiologique, comme ils appellent ça. Et donc, en fait, il y avait plein de de petits ateliers. Moi, j'appelle ça des ateliers où avec différents objets où je pouvais passer d'un à l'autre. Et en fait, oui, j'étais vraiment, on était tous les deux. Et voilà, on avait de temps en temps la visite d'une sage-femme. Et pareil, j'ai demandé qu'elle ne vérifie pas le col tout le temps s'il n'y avait pas besoin. Donc, c'était à ma demande. Et donc oui, il y avait vraiment un respect de notre projet puisqu'ils savaient en fait qu'on venait de la maison de naissance. Donc je pense que ça a pu jouer aussi. Voilà, ils connaissaient notre projet de base et ils se sont dit, à mon avis, on va faire en sorte que ça leur corresponde quand même au mieux, les pauvres. C'est chouette, hein, parce que c'est vrai que moi, je vois tellement des femmes qui ont un projet le plus physiologique possible, sans péridurale, et qui voient leur projet s'envoler, soit parce qu'on leur estime un gros bébé, un soi-disant gros bébé, soit parce que le bébé est en siège. Enfin, le moindre petit grain de sable peut venir parasiter et mettre en péril leur projet de naissance. C'est chouette d'être accompagné dans ce sens où tu sais que bah, ils vont te soutenir et ils vont vraiment tout mettre en œuvre pour que tu puisses aller le plus loin dans ton projet initial, le plus physiologique possible, quoi. Oui. On a quand même échappé au déclenchement, hein. Ça a été une question de minutes. Ouais, et vous les déclenchez pourquoi? À 40 semaines, on a un moniteur de contrôle. Et donc, moi, j'ai été 40 semaines à l'hôpital faire ce moniteur. Et en fait, on m'a fait une écho à ce moment-là et je n'avais plus de liquide amniotique. Et donc là, j'ai dû rester à l'hôpital, en fait. Donc, j'étais pas encore en travail quand je suis arrivée à l'hôpital. Moi, j'ai dû rester suite à un rendez-vous de moniteur. Et,
Et là, directement, ma gynéco a dit, bah non, vous devez rester et il va falloir déclencher parce que c'est dangereux, il y a un risque d'infection. Et donc là, ça a été bah, une discussion avec elle en lui disant, bah, nous, c'est pas ce qu'on veut, moi, je ne veux vraiment pas ça. Et donc, elle nous avait dit, bah, OK, je vous laisse jusqu'à minuit, on ne sait jamais. Et donc, on a su négocier jusqu'au lendemain matin à 9 heures. Et puis alors, elle a dit à mon compagnon, mais alors vous allez aller à la pharmacie acheter. Et donc là, elle lui a donné toute une liste de... Et là, on était un peu choqués. On s'est dit, on a vraiment tombé sur une bonne personne. Toute une liste d'homéopathie, des granulés, des huiles de massage, etc. Et en fait, il est revenu avec toutes ces potions magiques. Et moi, je me suis vraiment mis en condition. Et donc, on a fait... Oui, je pense qu'on a fait toute la journée un travail avec des vins en lui disant, voilà, c'est aujourd'hui le jour. Est-ce que tu peux venir aujourd'hui? Et en fait, j'ai commencé à avoir des contractions à 21 heures et donc j'ai pas été déclenchée. Mhm. Ouais, c'est chouette parce que quand je t'écoute, encore une fois, je me dis, mais l'importance du soutien, l'importance des personnes qu'on rencontre. Là, tu tombes sur une sage-femme ou un gynéco qui dit, on vous déclenche, qui te met la pression, qui, voilà, qui te fait peur et tout ça. Bah, encore une fois, tu vis pas les choses pareilles que là, on te dit, va à la pharmacie, prends des choses naturelles, essaye de déclencher le travail. On te met vraiment, on te donne vraiment toutes les chances pour, encore une fois, aller le plus loin dans ton projet. Et je trouve ça génial parce que c'est rare d'entendre ce genre de discours. Très souvent, bah, c'est voilà, c'est très carré, on vous déclenche tel jour, telle heure, et en gros, ton projet, bah, c'est secondaire. Donc, c'est chouette que voilà, tout soit bien enchaîné finalement pour que tout se déclenche naturellement et que tu puisses vraiment mettre le travail en route naturellement. Oui, c'est vrai que tout s'est fait finalement. Toutes les rencontres que j'ai fait au cours de la grossesse m'ont amené bah, finalement à pouvoir effectivement réaliser ce que je voulais. Donc, et jusqu'au bout. Donc oui, je sais pas si c'est de la chance ou autre chose, mais voilà. Après, il y avait une partie où on y croyait beaucoup. Bah, il y a peut-être une partie de chance, hein, mais je pense qu'il y a aussi une partie de, dès le départ, tu avais peut-être les bonnes informations pour ne pas être pris dans cet engrenage de, OK, c'est un bébé en siège, faites-moi une césarienne, OK, j'ai plus de liquide, déclenchez-moi. C'est vrai que quand on manque d'informations, c'est plus difficile de défendre son projet, quand on a peur, quand on se dit oui, mais peut-être que c'est risqué. Donc, je pense que la part de connaissance et de la confiance a aussi joué dans ce respect et dans le fait que les soignants t'aient laissé toutes les chances pour que tu ailles le plus loin dans ton projet. Oui, et c'est ce qui me donne en fait aujourd'hui envie bah, finalement de travailler dans le domaine, c'est effectivement pour aussi informer. Parce que bon, j'ai 39 ans, donc forcément, j'ai pas la même maturité que quelqu'un de 20 ans et j'aime beaucoup me renseigner sur les choses. Et puis voilà, c'est un domaine qui me passionne. Donc, j'ai cherché énormément d'informations. J'ai commencé à suivre bah, des personnes comme toi, par exemple. Et donc, progressivement, c'est comme ça que j'ai appris tout ce qui était possible. Mais effectivement, je trouve que les femmes ne sont pas bien informées sur tout ce qui est possible. Mm. Ouais, je pense qu'effectivement, bah, l'une comme l'autre, on a cette vision. Et c'est vrai que moi, au travers de mes accompagnements, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aux femmes. C'est avant tout cette confiance, cette connaissance, cette information qui est précieuse et essentielle pour pas qu'elles soient prises là-dedans et se dire après coup, bah mince, j'ai manqué de renseignements. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. Voilà, arriver informé et sûr de soi à la maternité, je pense que ça change aussi un petit peu la donne sur le vécu de son accouchement, sur le déroulement, sur comment on dialogue avec l'équipe médicale. Et ça, c'est juste essentiel, quoi. Oui, évidemment. Je suis Mm. complètement d'accord. Et pour en revenir donc à ton accouchement, tu disais donc tu as pris toutes tes petites potions magiques, tu t'es mis dans ta bulle, tu as fait ce travail avec ton bébé où tu t'es connecté en lui disant ça y est, c'est le grand jour. Et comment ça s'est déroulé la suite? Est-ce que tu veux nous raconter ton accouchement du coup? Oui, bien sûr. Donc, on a pris des potions magiques. J'ai commencé à avoir des petites contractions. Il était c'était plutôt fin d'après-midi quand j'ai commencé à avoir des petites contractions. Et puis, j'ai mangé un kebab dans mon lit d'hôpital en me disant, j'aurais besoin de force, donc en avant. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je me dis, mais avec le recul, OK, comment c'était possible finalement Je pensais qu'on pouvait même pas manger. Bon, et finalement, oui. Le kebab quand même. Oui. J'ai été prendre une petite douche vers 21 heures parce que les contractions devenaient vraiment difficiles. Et donc, on allait me transférer de chambre. Donc, j'étais prendre une chambre. On m'a transférée dans la chambre physiologique.
Et là, le travail intensif a vraiment commencé. Donc, j'ai pris un bain pendant 2 heures. Et là, je me répétais chaque fois un mantra, chaque contraction me rapproche de mon bébé. Euh, et ça allait, j'étais bien dans le bain. Et puis, le bain ne me convenait plus, je suis sortie du bain et là, il y avait tout un espèce de grand lit en fait où on pouvait se coucher à deux. Donc, on s'est couché à deux. Je pense que je me suis même endormie avec des contractions, mais qui faisaient très mal. Euh, 1 heure ou 2, je pense. Et puis, et mon compagnon dormait à côté de moi. Donc, aussi, niveau ocytocine, bah là, on était comme à la maison, l'un contre l'autre. Enfin, je veux dire, ça favorisait aussi le truc, quoi. C'est pas que j'étais dans un lit d'hôpital et que lui était dans un fauteuil à côté. Non, là, on avait vraiment notre espace. Je dirais pas comme à la maison, mais presque. Et puis, je suis retournée une seconde fois dans le bain, mais là, c'était plus le même délire. Les contractions étaient vraiment fortes, donc le bain ne me faisait enfin, ne permet plus la douleur. Et puis, on a beaucoup discuté avec mon compagnon. Il essayait de me changer les idées. On avait pris des playlists. On avait passé du temps à faire des playlists en se disant, oui, on écouterait de la musique. Il était hors de question qu'ils mettent une seule chanson. Je ne pouvais pas le supporter. Et donc, euh, et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, et là, c'est plus de la douleur, c'est de la souffrance. Et là, il m'a dit, écoute, tu sais, tu voulais faire sans péridurale, mais si tu l'as fait, t'es pas moins une warrior. Tu seras pas moins, enfin, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu peux la prendre sans problème. Et donc, bah, j'ai encore un peu attendu, et puis j'ai appelé la sage-femme, et là, j'ai dit, écoutez, j'en peux plus, il me faut la péridurale. Elle m'a dit, bah, je vais quand même vérifier votre col, parce que ça fait des heures que je ne l'ai pas vérifié. Et en fait, j'étais à 10, donc elle m'a dit, mais non, on ne va pas faire de péridurale, parce que là, le bébé, il arrive, il est là. Ok, d'accord. Donc ça, il a fallu accepter aussi le fait de me dire, ouais, ok, la douleur, elle va encore continuer alors que je suis quand même déjà très loin dans mes limites. Et puis donc ils ont appelé la gynécologue qui est arrivée, je pense, une vingtaine de minutes plus tard. Et là, elles m'ont aiguillée vers le lit, donc un lit classique. Et je me suis mis à quatre pattes avec une cacahuète, donc un ballon de cacahuète que j'avais là où j'ai posé bah, plus ma tête, etc. Et donc bah là, elle m'a dit, maintenant c'est à vous de jouer, il faut pousser. Et donc j'ai commencé à pousser. Et au début, c'est vrai que bah, bébé en siège, forcément, c'est ses fesses qui passent en premier. Et donc à chaque fois que j'avais une contraction et que je poussais, je poussais, et puis ça sortait un peu, et puis elle re-rentrait. Et le fait de re-rentrer, moi, ça me faisait, on va dire, du bien, puisque j'étais plus autant en souffrance. Et donc, c'est vrai que quelquefois, dans les poussées, je n'ai pas poussé suffisamment comme il fallait. Et donc, Deva a commencé à être un peu en détresse respiratoire. Mais moi, j'ai pas compris ça. J'ai pas vraiment compris. Donc, elle m'a dit, voilà, il va falloir accélérer la poussée, etc. Donc, ok. Et puis, quand ces petites jambes sont passées, bah là, le reste s'est fait assez naturellement. Donc là, je me suis dit, maintenant, il reste la tête. La tête, c'est plus gros, tu y vas. Maintenant, c'est terminé. En avant. Et donc là, j'ai vraiment poussé comme il fallait. Euh, et puis, la petite est sortie, bah, il était finalement 6h15. Et pour en revenir à ton accouchement, est-ce que pendant tout le travail, enfin, je voulais revenir juste au moment où on t'a annoncé donc, que tu étais dilatée à 10, tu pouvais pas avoir la péridurale. Quand on te l'a dit, est-ce que ça a été un coup de massue où tu as été démotivée ou au contraire, ça a été un peu, ok, je suis dilatée complet, c'est la fin de l'accouchement et que ça t'a remotivée? Ça m'a remotivée. Mais ça m'a fait un coup de flip quand même, parce que je me suis dit, OK, mais là, j'ai super mal. Donc, je ne vois pas comment je vais pouvoir pousser. J'ai mal. Et finalement, bah oui, je me suis installée dans la bonne position. Et puis tout se sont fait. Donc, ça m'a donné, oui, un coup de boost. Après, je me suis dit, OK, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qu'on m'a dit, après, ça ne dure pas, ça va pas durer encore 1 heure. Donc c'est bon, je saurais tenir jusque-là. Est-ce que pendant ton accouchement, pendant que tu poussais, il y a un moment où tu as eu des peurs qui sont revenues par rapport au fait que c'était un bébé en siège, ou est-ce que tu étais tellement focus dans ton travail que voilà, t'étais à fond sur ce que tu étais en train de faire et que t'as pas été traversé par certaines peurs?
Non, j'ai eu aucune peur à ce moment-là. Non, non, j'étais vraiment concentrée sur ce que j'étais en train de faire. Et est-ce que tu as senti, alors tu peux pas comparer parce que c'est ton premier enfant, mais est-ce que tu as senti ça compliqué finalement de faire sortir ce bébé en siège? Non, non. Après, je ne sais pas ce que c'est un accouchement avec péridurale, donc je ne saurais pas comparer. Oui, c'est clair que j'ai eu mal, j'étais en souffrance, on ne va pas se mentir, ça fait mal. Maintenant, oui, avec le recul, à refaire, je le refais. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, t'as pas eu de regret d'avoir choisi cet accouchement en voie basse sans péridurale. Non, non, aucun regret. Est-ce que tu pourrais donner enfin, est-ce que tu voudrais bien partager un conseil à une future maman qui écouterait cet épisode de podcast, qui aurait un bébé en siège et qui aurait peut-être que quelques craintes? Alors l'idée, c'est pas du conseil de prendre, d'aller vers une césarienne ou par une voie basse, mais en termes de confiance, qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour qu'elle ait pas peur finalement, de ce bébé en siège? Ah, c'est que des bébés en siège, il n'y en a pas qu'un seul sur Terre, donc je ne sais pas quel est le pourcentage, mais voilà. En fait, on a toujours cette croyance qu'un bébé en siège, c'est quelque chose de, comme tu disais, pathologique, mais en fait, pas du tout, c'est complètement naturel. Et donc, et d'avoir confiance, ben justement. Et moi, je pense que si le bébé se met en siège, c'est qu'il y a une raison aussi. Et voilà, c'est vraiment de se faire. Et puis de s'écouter aussi, essayer de s'écouter, parce que c'est vrai que, en plus, quand c'est un bébé en siège, moi, quand j'écoutais mon entourage, il y a plein de personnes qui m'ont dit, «Wow, un bébé en siège, mais enfin, moi, je connais quelqu'un qui a accouché d'un bébé en siège, et en fait, on lui a cassé l'épaule.» Et en fait, on va toujours venir raconter tout ce qu'il y a eu de pire. Mm. Et oui, ça, je pense que quelque part, c'est de pouvoir s'écouter vraiment et de ne pas donner de crédit à tout ce qu'on peut entendre ailleurs. Sinon, on n'en finit jamais, je pense. Ouais, c'est sûr. Et puis je trouve que ce qui ressort beaucoup de ton récit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le soutien finalement est hyper important, les personnes qui nous entourent, de bien choisir la maternité, de bien choisir son soignant, de bien éloigner les personnes voilà, qui ont des récits un peu anxiogènes par rapport à l'accouchement. Ça, c'est valable peu importe la façon dont on accouche, mais je pense qu'avec un bébé en siège, c'est encore plus important d'avoir des soignants qui nous rassurent, d'avoir des soignants voilà, qui nous soutiennent dans notre projet, d'avoir des personnes qui nourrissent notre confiance pour pas être parasités par leur propre peur finalement. Exactement. Et d'avoir un conjoint aussi qui est totalement en confiance et qui... Ça a été mon plus beau cadeau, c'est qu'il soit à côté de moi, évidemment, et qu'il soit là. Oui. Il aurait eu lui-même des propres peurs. Comme je te le disais avant, on n'en serait pas là. Donc merci à lui s'il écoute. Parce que oui, tout ça, c'est grâce à lui, finalement, si j'ai pu m'écouter jusqu'au bout. Le soutien qui reste là. Le soutien et la confiance, je pense que c'est les clés Mais oui, pour... et de nouveau, l'accouchement, on dit souvent, c'est un truc de femme. Ben oui, c'est la maman qui accouche, mais en fait, le papa, il a complètement son rôle. Et moi, il m'a soutenue du début à la fin, dans mes choix, dans enfin, on a beaucoup discuté, et c'est hyper important. Le papa n'est pas là que pour amener la maman à l'hôpital et pour lui faire un massage de temps en temps, quoi. C'est vraiment un soutien aussi psychologique de chaque instant. euh, Ouais, puis ils ont ce vrai rôle protecteur, que ce soit pendant la grossesse, justement, pour soutenir, parce que quand on se retrouve face à un soignant qui essaierait de nous déstabiliser, d'avoir à côté de soi un conjoint qui vienne un peu aussi prendre notre défense, entre guillemets, qui nous soutienne, bah ça fait du bien. Pendant l'accouchement, d'avoir un conjoint ou une conjointe qui soit rassurée, informée, confiante, qui rebousse, c'est essentiel. Et je pense aussi en postnatal, je pense notamment aux femmes qui allaitent. Là aussi, pendant l'allaitement, on peut se prendre plein de critiques de l'entourage, plein de choses comme ça. Et là aussi, ils ont un vrai rôle protecteur pour venir protéger la bulle, protéger voilà, l'enfant, la femme de toutes ces attaques. Je trouve, voilà, leur rôle, c'est vraiment ça. C'est ouais, d'avoir ce rôle de protecteur tout le long. Et pas effectivement, comme tu dis, juste être sur un siège, attendre que le temps passe et se faire broyer la main pendant l'accouchement, quoi. Mais oui, et ça, le fait d'avoir finalement été accompagné par la maison de naissance, où là, en maison de naissance, accouchement, le papa a un vrai rôle. Donc, c'est lui qui fait énormément de choses. Et donc là, forcément, mon compagnon était, lui, vraiment briefé sur plein de trucs, plein de choses qu'il a pu utiliser aussi à l'hôpital. Ouais, c'est chouette, hein. Je pense que voilà, tout ça, ça fait que
on arrive beaucoup plus informé, rassuré, avec du soutien, et c'est Oui, juste mais indispensable pour le jour J, quoi. oui. Et ben merci à toi, Julie. Merci pour tous ces chouettes partages qui vont, je pense, être très bénéfiques pour les futures mamans. Et je te souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci pour tout. Une bonne journée. Ciao.